Imaginons un instant un grand repas de famille ou un dîner festif. Ouais, le genre de repas où tout le monde se retrouve. Exactement. Et parfois, on évite soigneusement de manger de la viande parce que c'est la période du carême. Ou alors on attend patiemment le coucher du soleil pour rompre le jeûne du ramadan. Voilà. Et la plupart du temps, on a la certitude d'accomplir un acte purement spirituel ou même une simple démarche de santé, de purification. C'est l'explication qu'on donne aujourd'hui, oui. Mais selon les textes qu'on va explorer au cours de cette analyse, cette privation volontaire de nourriture serait en réalité la reconstitution dramatique d'un traité de paix préhistorique, Un traité de paix conçu pour des raisons très pragmatiques. conçu pour, tenez-vous bien, empêcher le cannibalisme. C'est une entrée en matière qui bouscule pas mal de certitudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ça c'est sûr, hein. Et c'est précisément là qu'on entre dans les zones d'ombre les plus profondes de l'histoire humaine. Parce que dès qu'on commence à gratter la surface de nos rituels les plus sacrés, Les explications rassurantes disparaissent un peu. absolument, les explications simples et purement moraux ont vraiment tendance à s'évaporer. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que le programme d'aujourd'hui est particulièrement dense. Très dense, ouais, Notre objectif, c'est de déconstruire cette pratique millénaire que des milliards de personnes observent, à savoir le jeûne. tout à fait. Et on s'appuie sur un ensemble de textes qui détaillent la théorie sociologique de Safa Katzmaz. Qui est une théorie fascinante mais complexe. Et d'ailleurs, je tiens à poser un cadre très clair dès les premières secondes. Ces sources, elles abordent des thèmes religieux, historiques et anthropologiques qui sont extrêmement sensibles. Oui, on touche à des choses très profondes. Donc notre but ici, c'est absolument pas de prendre parti. On n'est pas là pour valider, ni critiquer ou endosser la moindre croyance religieuse. Pas du tout. La mission d'aujourd'hui, c'est d'exposer de manière purement objective, factuelle, la théorie contenue dans ces documents. Et le cadre que pose cette théorie, il exige de désapprendre presque tout ce qu'on pense savoir. C'est-à-dire, Selon l'auteur, le jeûne n'a pas du tout commencé comme une discipline spirituelle individuelle. C'était pas un esprit cherchant à s'élever au-dessus des besoins du corps. né un moyen de ressentir de l'empathie pour les plus démunis, comme on l'entend souvent, Exactement. À l'origine, c'était un mécanisme de survie collective brute, un outil viscéral, genre vraiment lié à l'organisation même des toutes premières sociétés. donc on parle de diplomatie entre les tribus et de gestion de la violence interne. Voilà, c'est ça. Je veux bien suivre cette piste, mais pour comprendre l'absence de nourriture, le jeûne, donc j'imagine qu'il faut d'abord qu'on comprenne ce que signifiait l'acte de manger dans l'Antiquité. C'est la base, oui. Parce que dans nos notes, on voit bien que se nourrir, c'était pas juste une question de calories ou de se faire plaisir, Ah non, pas du tout. En fait, la sociologie antique ne divisait pas le monde de manière simpliste, tu vois, entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. ou entre les riches et les pauvres. Ouais, c'était pas ça l'enjeu. La structure fondamentale, la brique de base de l'humanité pour Kachmas, c'était ce que les textes appellent les unités sociales. Le fameux toplum birimi. Exactement. Toplum brimi en turc, qu'on abrège souvent en TB dans les sources. Et pour qu'une unité sociale survive dans un environnement super hostile, il lui fallait des règles d'une rigidité absolue. Une sorte de code civil préhistorique. C'est une bonne comparaison. Et la loi fondatrice de ce code, c'était de définir de manière implacable qui mange quoi et qui mange avec qui. Donc la table à manger, c'était pas vraiment un lieu de convivialité au sens moderne du terme. Pas du tout. C'était le miroir exact de la hiérarchie de la tribu et, plus important encore, des règles qui encadraient la reproduction. C'est dingue quand on y pense. Parce que même aujourd'hui, la première chose qu'on demande pour un grand dîner, c'est genre, y a-t-il des végétariens ou des intolérances au gluten? Ouais, l'assiette reste un marqueur d'identité, même maintenant, hein. Mais pour ces unités sociales antiques, j'ai l'impression qu'il faut imaginer le repas de l'époque non pas comme un dîner détendu, mais vraiment comme un organigramme d'entreprise extrêmement strict. Tout à fait. En gros, c'est dis-moi ce que tu as dans ton assiette et je te dirai à quel département tu appartiens. L'analogie de l'organigramme, elle fonctionne super bien parce qu'elle implique des lignes de commandement claires. Et des frontières à ne pas franchir. Voilà. Le texte précise que même la méthode de cuisson, c'était un marqueur d'identité crucial. C'est-à-dire bouilli ou rôti, ce genre de choses. Exactement. Selon qu'un individu consommait de la viande bouillie, crue ou rôtie, il affichait publiquement son appartenance à une faction précise de la tribu. C'est une véritable carte d'identité sociale imprimée dans la chair en fait. C'est joliment dit, et c'est exactement ça. D'accord, donc on a ce système très codifié, mais la question que je me pose, c'est comment on passe de cet organigramme alimentaire au concept du jeûne. Et c'est là qu'intervient un mécanisme sociologique fondamental décrit par Kachmaz, le cycle du tabou. Le cycle du tabou. D'accord.
Dans ces sociétés archaïques, ce qui est strictement interdit, donc le grand tabou de la tribu, acquiert un statut sacré. Et ça, c'est en raison de la peur immense qu'il inspire. La peur du sacré, classique. Mais avec le temps et l'évolution sociale, ce qui était intouchable et sacré finit par devenir halal, Donc permis. suspension temporaire de ce qui est habituellement permis. C'est le moment de l'année où la société décide de réactiver le tabou originel en gros. Exactement, pour s'assurer que l'ordre social tient toujours le coup. C'est fascinant. Mais du coup, si l'alimentation structure la société quand elle est vivante et fonctionnelle, que se passe-t-il quand le système subit un choc frontal? Un choc comme quoi? Par exemple face à la mort. Si le repas représente l'ordre de la vie, l'arrêt brutant du repas il doit bien signifier autre chose. Ah, tu touches au cœur du problème. C'est là que le jeûne prendrait sa toute première forme d'après l'analyse. Les textes sont formels sur ce point, ouais. Face à la mort d'un membre de l'unité sociale, la réaction archaïque, c'est pas le recueillement silencieux ou la cérémonie tranquille qu'on connaît. On ne se met pas juste en cercle avec des bougies. Non, c'est l'arrêt immédiat et total de toutes les fonctions vitales de la communauté. Tout s'arrête. Tout s'arrête. L'auteur utilise un exemple littéraire très puissant, tiré de l'Iliade d'Homère, pour illustrer cette mémoire préhistorique. L'histoire d'Achille, c'est ça. Hein. Oui, la réaction d'Achille à la mort de son ami, de son compagnon d'armes, Patrocle. C'est un passage terrible de l'épopée. Sa douleur, elle n'est pas juste psychologique, elle est vraiment physique, destructrice. Totalement. Achille refuse catégoriquement de manger et de boire. Son corps se ferme complètement au monde extérieur. C'est un blocage complet. Et son deuil met sa propre existence tellement en péril que sa mère, la déesse Thétis, elle est contrainte de descendre de l'Olympe Pour faire quoi finalement? pour venir s'asseoir à ses côtés et le supplier, littéralement, de reprendre une activité sexuelle. Attends, vraiment? Elle lui demande ça à ce moment-là? Ouais, elle essaye de le forcer à se raccrocher à la vie. Cet épisode, selon l'auteur, il souligne que le jeûne primitif regroupait systématiquement 3 interdictions simultanées. Nourriture, boisson et sexualité. Exactement. C'était pas une cure de détox, c'était vraiment une mise en pause totale de l'existence. Ce qui soulève une question qui m'a vraiment frappée en lisant les sources. Pourquoi l'humanité a-t-elle systématiquement ressenti le besoin de lier la privation de nourriture à l'abstinence sexuelle? C'est le blocage des fluides de la vie. Et les notes vont même plus loin. Elles mentionnent l'interdiction de parler. On cite les fameuses statues découvertes sur le site de Göbekli Tepe en Turquie. Des statues vieilles de plusieurs millénaires, oui. Des statues qui ont la bouche représentée comme étant cousue carrément. Et on cite aussi le jeûne de la parole observé par la Vierge Marie dans la tradition. Oui, le fait de se taire complètement. Pourquoi la tribu devait-elle tout bloquer en même temps? La bouche, la parole, le sexe? L'explication sociologique, c'est que la mort crée une brèche à la fois physique et symbolique dans le toplombirémie. Comme une fuite dans le système. Voilà. Et pour colmater cette brèche, la société exige un retrait collectif. C'est pas du tout la quête d'une illumination personnelle où on s'isole pour méditer. C'est une réaction de défense pure et dure. On ferme la bouche pour ne pas laisser entrer la nourriture et on la ferme pour ne pas laisser sortir la parole. On ferme le corps pour bloquer la reproduction. En clair, on suspend les droits de la vie pour honorer la souveraineté de la mort. Jusqu'à ce que l'équilibre du groupe soit rétabli, oui. C'est une vision de la communauté qui donne un peu le vertige, honnêtement. Mais si le jeûne est, à l'origine, une réaction directe à la mort, faut qu'on aborde le cœur du mystère des sources. La partie la plus sombre. De quelle mort parle-t-on exactement dans ces temps si lointains? Parce que la théorie nous emmène sur un terrain beaucoup plus violent qu'une simple tragédie grecque. Ah oui, là on rentre dans le dur. La théorie de Katzmaz avance que dans les temps archaïques, on ne jeûnait pas uniquement pour les morts naturelles. Il n'y avait pas que les maladies ou la vieillesse. Non. La mort qui structurait ces sociétés, elle était provoquée. On parle de sacrifice humain. Des sacrifices humains, carrément. Ouais, les différentes unités sociales devaient offrir des sacrifices pour apaiser les tensions, pour sceller des alliances ou s'attirer les faveurs de forces qu'elles ne comprenaient pas bien. Donc c'était de la diplomatie sanglante. Et ça se faisait pas au hasard, c'était selon un cycle mathématique d'une grande rigueur. Les fameux cycles. Ce cycle sacrificiel, il serait même à l'origine de notre découpage du temps. Les semaines de 7 jours ou les années de 12 mois, ça viendrait de là. Attends, c'est une affirmation colossale ça. C'est le cœur de la théorie. Chaque tribu avait son tour en fait, son jour précis pour fournir un sacrifice aux autres unités sociales. Donc, si on reprend notre organigramme de tout à l'heure, ça donne quoi? La tribu A fournit la victime le lundi, la tribu B le mardi, et ainsi de suite. C'est schématique, mais l'idée est là, oui. Mais comment ça peut être lié au jeûne tel qu'on le conçoit aujourd'hui?
Parce que la règle de survie absolue de ce système, c'était que le jour où une tribu spécifique offrait l'un des siens en sacrifice, les membres de cette même tribu avaient l'interdiction formelle et absolue de consommer cette chair. D'accord, je comprends. C'est la fondation de l'interdiction du cannibalisme interne. Exactement. On offre aux autres tribus pour maintenir la paix de l'alliance, mais on ne mange pas sa propre descendance. Ça, c'est le tabou ultime. Et c'est là que ça devient complètement fou à lire dans le dossier. Les sources font un lien direct avec l'un des textes sacrés les plus connus au monde. Le fameux commandement biblique. Le commandement du jour de repos, le septième jour où il est formellement interdit d'allumer un feu. Tout le monde connaît cette règle. On a toujours interprété ça comme un droit au repos. Genre, on a bien travaillé toute la semaine, on se détend. La relecture sociologique est beaucoup plus glaçante, disons. Dans ce contexte archaïque, l'interdiction d'allumer le feu le septième jour, ça signifiait concrètement Ne cuisinez pas et ne mangez pas le sacrifice d'aujourd'hui. car c'est votre tour, c'est l'un des vôtres. Waouh! Ce jour-là, c'était pas du tout un jour de relaxation au soleil, c'était un jour de terreur, de deuil profond, un jour d'abstinence et de jeûne strict pour la tribu qui subissait la perte. Pas de feu, pas de nourriture, pas de vie quoi. Exactement. Le jeûne, c'est le refus de manger le corps de son frère. Je veux bien vous suivre sur cette logique interne de survie, c'est cohérent, mais il y a un saut logique majeur à expliquer là. Lequel? L'humanité n'a pas pu se contenter de ça éternellement. Comment on passe de ces rituels de sacrifices humains qui sont terrifiants à des régimes alimentaires pacifiques? C'est vrai que la transition a pris des millénaires. Les sources mentionnent d'ailleurs une expression populaire turque super intrigante concernant le chou. Le fameux chou sacré, oui. Comment on passe de l'interdiction de manger son voisin à l'interdiction de manger du chou ou des lentilles? Et ça s'est pas fait en un claquement de doigts, si. Ah non, pas du tout. Avec la pression démographique, le développement de l'intelligence collective et surtout l'avènement de l'agriculture. Le passage aux sociétés sédentaires. Voilà, détruire son propre capital humain, c'est devenu intenable pour la survie à long terme d'un groupe. C'était une perte d'énergie et de main-d'œuvre. La société a donc mis en place des substituts symboliques. Et ça, c'est l'essence même du totémisme. Remplacer l'humain par autre chose. La victime humaine a été remplacée par un animal, comme le bélier ou le poisson, et plus tard par des végétaux très spécifiques, comme le blé, les lentilles ou justement le chou. Ce qui explique cette fameuse expression dont parlent les textes. Oui, l'expression turque en question, qui tourne un peu en dérision ou sacralise le chou dans certains contextes, elle illustre parfaitement ce glissement. Le chou est sacré, disent-ils. Derrière l'aspect presque humoristique ou trivial d'une règle interdisant la consommation d'un simple légume à une période donnée, il se cache un interdit de mort. C'est dingue. La tribu a projeté l'âme de ses ancêtres et l'identité de son unité sociale dans ce totem végétal. Manger du chou le jour interdit, c'était symboliquement commettre l'acte irréparable. C'était du cannibalisme interne, symboliquement parlant. Exactement. Le chou, c'est le grand-père en fait. C'est fou, la charge psychologique de l'assiette prend une toute autre dimension. Le moindre repas devient lourd de sens. Mais alors, comment ces mécanismes de survie, nés de la nécessité d'éviter de s'entretouer dans les petites tribus, comment ils se sont transformés pour devenir les piliers des immenses institutions religieuses mondiales qu'on connaît aujourd'hui? L'évolution a été complexe. L'évolution semble pas avoir été linéaire du tout. Est-ce qu'il y a des traditions qui ont gardé la forme originelle intacte? Les sources proposent une analyse comparative super intéressante là-dessus. Ça montre comment chaque grande tradition a adapté ce mécanisme. Par exemple, le judaïsme? Si on observe le judaïsme, et plus particulièrement le Yom Kippour, on y trouve la résonance la plus fidèle du deuil archaïque selon Katzmaz. La forme la plus pure, donc. Oui, c'est une interdiction totale, pas de nourriture, pas d'eau, pas de relations sexuelles. Et même l'interdiction de se laver, je crois. Exactement, interdiction de se laver ou de porter du cuir, et ça pendant environ 25 heures. De la tombée de la nuit à la tombée de la nuit suivante. Sociologiquement parlant, c'est la perpétuation parfaite du retrait total du monde, la fermeture complète du corps face à la mort. Mais on imagine bien qu'une fermeture totale du corps, c'est difficilement soutenable sur de très longues périodes. Ah oui, biologiquement, c'est impossible. Qu'en est-il du christianisme avec le carême? Il y a une recherche de compromis. Le carême, ça représente une évolution structurelle très intéressante. Il s'étale sur une période beaucoup plus longue, on parle de 40 jours. Oui, 40 jours sans manger du tout, c'est la mort assurée. Voilà, donc l'institution a déplacé l'interdit. C'est plus sur la quantité de nourriture, mais sur la qualité. D'où l'interdiction de consommer de la viande, particulièrement le vendredi. C'est ça. C'est la trace indélébile de l'interdit totémique.
On ne suspend pas la vie, on continue de manger, mais on s'abstient de toucher au substitut sacrificiel animal. Et si on combine ces deux approches alors? Les textes explorent aussi des traditions liées à l'islam, comme l'alévisme avec le jeûne de Muharrem. Ça ressemble beaucoup à un croisement des deux systèmes. C'est ce que je me disais en lisant. Le Muharrem s'en est la synthèse parfaite. Il s'étend sur 12 jours, jour et nuit. Et pendant cette période, l'interdit totémique est très fort, non? Très fort, oui. Aucune consommation de viande et surtout, on ne doit faire couler aucun sang. Même pas tuer un insecte, c'est ça. Même pas un insecte. Et à cela s'ajoute l'abstinence sexuelle totale et une restriction très sévère de l'eau. C'est pour commémorer une tragédie historique spécifique, bien sûr. Oui, mais d'un point de vue sociologique, ça réactive les codes du deuil archaïque le plus ancien. Ce qui nous amène à l'islam majoritaire et au mois du Ramadan. Un autre exemple massif. Les sources racontent une anecdote historique qui m'a paru cruciale, surtout pour comprendre comment ces règles gigantesques ont dû s'adapter à la réalité de la nature humaine. L'histoire du calife Omar, c'est ça? Oui, parce que tout début, les règles du Ramadan étaient bien plus extrêmes qu'aujourd'hui, c'est bien ça. C'est un point central de l'analyse sociologique. À l'origine de l'islam, l'interdiction qui frappait le mois de Ramadan, elle était continue, 24 heures sur 24. Comme les anciens modèles en fait. Fidèle aux anciens modèles ininterrompus, notamment en ce qui concernait la sexualité. La privation ne s'arrêtait pas au coucher du soleil comme aujourd'hui. Mais l'islam était une société en pleine expansion à ce moment-là, pas une petite tribu isolée dans le désert. Maintenir une telle contrainte sur un mois complet, ça mettait en péril l'équilibre même de la communauté. Et c'est là qu'intervient l'anecdote sur le calife Omar. Racontez-nous cette scène, parce qu'elle donne vraiment un visage humain à toute cette théorie un peu froide. Les textes rapportent que le calife Omar, qui était pourtant un homme réputé pour sa piété et sa rigueur extrême, il rentrait chez lui un soir complètement épuisé. Et il trouve sa femme endormie, c'est ça? Oui, il trouve sa femme endormie. Et là, la nature humaine reprend ses droits. Malgré l'interdiction formelle qui pesait sur le mois sacré, il a eu des relations avec elle. La rupture du grand tabou. Dès le lendemain, rongé par un sentiment de culpabilité écrasant, persuadé d'avoir brisé le tabou suprême de la communauté, il se précipite auprès du prophète. Pour confesser sa faute. Pour confesser, oui, et admettre qu'il n'avait pas pu tenir l'engagement. Mais on se doute bien qu'il n'était sûrement pas le seul dans ce cas-là. La pression devait être intenable pour l'ensemble de la population. C'était un problème généralisé, évidemment. Et c'est la réponse apportée qui est sociologiquement fascinante pour Katchmaz. Comment la société a réagi? Suite à ces échecs répétés, face à une règle devenue inadaptée à la réalité d'une grande société, la règle a été publiquement modifiée. Elle a été assouplie. Elle a été inscrite dans le Coran, autorisant explicitement les rapports pendant la nuit. Ça démontre une institution vivante finalement. Une société qui négocie avec ses propres tabous. Exactement. La structure de l'interdit diurne, le jour, est préservée pour maintenir la cohésion symbolique. Mais la soupape de sécurité nocturne garantit la survie et la reproduction du groupe. C'est un équilibre parfait entre le sacré et la biologie. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On a exploré des privations de 25 heures, des interdictions de manger de la viande pendant 40 jours, des jeûnes diurnes pendant un mois entier. Des variations du même thème. Mais toutes ces traditions, elles ont un point de convergence absolue. À la fin de la période de privation, il y a toujours une célébration massive. La fête de rupture. Pour la fin du Ramadan, c'est le Bayram. Pour le Carême, c'est Pâques. Selon l'analyse de Katsimas, cette fête, c'est pas simplement un soulagement gastronomique, on est d'accord? Ah non, c'est l'acte final du traité. La signature du contrat. C'est la clé de voûte de cette théorie. Le jeûne était le grand régulateur de la paix et de la violence. En respectant le tabou dans la douleur de la faim, l'unité sociale, elle prouvait aux autres qu'elle était capable de se contrôler. Qu'elle respectait les limites. Voilà, et surtout qu'elle ne dévoirait ni les autres ni les siens. La grande fête finale, elle marque donc la levée officielle et mutuelle du tabou. Les tribus se réunissent de nouveau, elles s'assoient de nouveau à la même table, elles partagent la nourriture et valident leur alliance. La fête est la preuve éclatante que la société a, une fois de plus, survécu à ses propres pulsions destructrices. C'est exactement le sens de la fête. Pour résumer le vertige de cette exploration, on est parti d'un acte que notre monde moderne perçoit avant tout comme une quête de paix intérieure. Une discipline spirituelle ou un choix de santé, ouais. Et on vient de voir comment, à travers les millénaires, cet acte puise ses véritables racines dans l'urgence de la diplomatie préhistorique. Le jeûne a été le mécanisme de sécurité de nos ancêtres bien avant d'être une affaire de salut de l'âme. Ça leur a permis de s'organiser, d'éviter le cannibalisme et, in fine,
de construire le socle même de notre civilisation. C'est la force de ce prisme d'analyse. Ça nous oblige à regarder par-delà les justifications morales que l'histoire récente a posées sur nos coutumes. Pour aller déterrer les nécessités de survie de nos ancêtres les plus lointains. Tout à fait. Ce qui nous amène, pour clore cette analyse bien remplie, à une réflexion assez troublante, je trouve. Je t'écoute. Si la simple décision de ne pas manger de viande un vendredi ou de s'interdire de consommer du chou, c'était autrefois le seul moyen d'éviter un carnage entre des tribus rivales, On peut se poser des questions sur le reste de nos habitudes. exactement. On est en droit de se demander quelles autres règles invisibles structurent encore notre quotidien. C'est vrai. Ces petits détails qu'on croit purement culturels ou hygiéniques aujourd'hui, genre la façon dont on organise nos week-ends de repos, les codes vestimentaires obligatoires pour appartenir à certains cercles, ou même les bonnes manières qu'on impose à table. Ça fait réfléchir. Combien de ces petits rituels inoffensifs cachent en réalité des traités de survie vieux de 10 000 ans? On l'ignore probablement pour la plupart. Une chose est sûre, la prochaine fois qu'on observera le plan de table d'un repas de famille, on y verra peut-être autre chose qu'un simple choix de chaise. Merci d'avoir éclairé ces profondeurs historiques avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir de décortiquer tout ça.